an rantsar da sabon zababben shugaban ƙasar Nijar, wato Muhammad Bazoum. Ga kaɗan daga cikin yadda taron ya wakana. Permettez-moi, pour commencer, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis à notre pays de vivre ce moment inédit à l'occasion duquel une passation de pouvoir à la tête de l'État a lieu entre deux civils élus au suffrage démocratique. Je voudrais ensuite remercier du fond du cœur tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les chefs de délégation des pays amis qui nous ont fait l'honneur de rehausser par leur présence l'éclat de la présente cérémonie. Leur présence à nos côtés, en dépit des très lourdes charges qui sont les leurs, témoigne de l'amitié sincère qu'ils ont pour le président Issoufou Mahamadou, ainsi que pour notre pays et son peuple. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes à titre officiel, à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, les présidents des différentes institutions de la République, ainsi que toutes les autres autorités civiles et militaires, chefs traditionnels et religieux, dirigeants politiques et membres de la société civile pour leur présence remarquée. J'aimerais remercier mes amis venus de l'étranger, parfois de très loin, pour me soutenir en ces instants si particuliers pour moi, malgré les contraintes dues à la prévalence de la pandémie de la COVID-19. Le caractère diversifié de leur provenance, dont je suis très fier, est l'illustration que notre humanité n'est authentique que dans la mesure où elle s'élève à la fraternité universelle. Je remercie enfin tous mes compatriotes qui ont tenu à être là ce matin à titre personnel pour m'exprimer leur solidarité et je m'excuse auprès de tous ceux très nombreux qui auraient voulu être là mais qui n'ont pu le faire du fait de l'exécuté de la salle. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une réelle émotion que je prends la parole aujourd'hui, incapable que je suis, malgré la solennité de la circonstance, d'empêcher ma mémoire de remonter le temps et de voir défiler bien des souvenirs. L'un d'entre eux mérite particulièrement d'être évoqué. Il s'agit du souvenir de la rencontre que j'ai eue avec Mahamadou Issoufou le 1er août 1990 dans une maison du quartier Nouveau Marché de Niamey. La veille, nous nous étions vus rapidement pour la première fois de notre vie et nous étions alors convenus de nous revoir le lendemain pour une discussion politique. Cette rencontre, a priori banale, entre le directeur d'exploitation de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, résident à Arlit, et un jeune professeur de philosophie du lycée Tambaskoré de Maradi, va pourtant donner naissance. Monsieur, nous vous prions de bien vouloir suivre le discours d'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum. Nigérien souverain, nous, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, Inch'Allah, de remplir loyalement
qualité, pour ainsi dire, des protagonistes de cette rencontre du 1er août 1990 et le fait bien réel que quelque chose du destin de notre pays s'y est tout de même joué. Au cours de cette année 1990, témoin d'un véritable printemps politique en Afrique, de tels projets furent légion au Niger, mais le nôtre aura incontestablement été le plus viable. Nous avons en effet eu le bonheur de créer un parti politique autour d'une vision basée sur des principes et des valeurs solides, portés par une direction profondément pénétrée par ces valeurs, cette foi militante, propre à notre matrice idéologique et les valeurs qui lui sont consubstantielles, nous a mis à l'abri des maladies qui vont par la suite miner et ravager toutes les autres formations politiques de la place. Mais à la vérité, si nous avons eu cette fortune, c'est aussi et peut-être surtout parce que notre parti a bénéficié de loyauté, générosité, rigueur et patriotisme. Ces qualités ont servi de ciment pour maintenir la cohésion au sein de notre parti et lui assurer ainsi sa croissance progressive tout au long des 20 années au cours desquelles il l'a dirigé. Mais bien que vaste et désertique et enclavé, notre pays n'est pas pour autant totalement dépourvu d'atouts. Bien au contraire. L'étendue relative de son territoire signifie une certaine diversité géologique et un réel potentiel de richesses minérales et énergétiques. Même aride, notre pays regorge en son sous-sol d'un grand potentiel hydrique. Le charbon, l'uranium, le pétrole, le gaz, le soleil de notre pays sont de précieuses sources d'énergie à même de nous permettre notamment de mettre en valeur notre potentiel agricole. Si la croissance échevelée de notre démographie constitue quant à elle un grand défi pour nos ressources budgétaires actuellement, elle comporte néanmoins l'avantage sur le plan économique de rendre disponible une population très jeune et en bonne santé. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, ma conviction intime est que notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons prioritairement besoin de faire deux choses: promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économiques. Le programme électoral que j'ai soumis au peuple nigérien, sur la base duquel j'ai été élu le 21 février 2021, s'inscrit dans la continuité du travail remarquable accompli par le président Issoufou Mahamadou. Il en consolidera les acquis en les approfondissant et il apportera les améliorations partout où cela sera nécessaire. L'un des plus grands acquis de notre pays réside dans le raffermissement progressif de son expérience démocratique. La présente cérémonie représente à cet effet le meilleur symbole de cette évolution. La qualité de l'organisation des récents scrutins, leur sincérité et leur transparence se sont traduites cette année encore par un scrutin à deux tours en ce qui concerne l'élection du président de la République. Le fondement de la démocratie étant la légitimité populaire de la dévolution du pouvoir, la garantie de l'intégrité du vote est la condition de base d'un jeu démocratique authentique, assurant la paix et la stabilité des institutions. Cependant, nous devons avoir conscience que l'organisation de bonnes élections est une condition nécessaire, mais nullement suffisante pour la paix et la stabilité d'un pays. Elle a toujours besoin d'être confortée par une gouvernance susceptible de mettre en valeur toutes les promesses de l'idéal démocratique. Le défi de la gouvernance
est d'autant plus grand que chez nous prévaut une mentalité pas toujours en harmonie avec les valeurs de l'état de droit et ses exigences relatives à la primauté de la loi ainsi qu'à l'égalité de tous les citoyens. Sans verser dans une certaine anthropologie philosophique, mon propos consiste à relever que dans notre société, nous avons tendance, pour diverses raisons, à nous accommoder même des comportements qui s'écartent des normes définies par nos lois et règlements. Or, il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur, tout simplement. C'est pourquoi je voudrais dire clairement ici que quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure coercitive à son encontre. Pour cela, j'exigerai de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Le deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration. La corruption prend diverses formes: pots de vin vulgaires, surfacturation, dépenses inopportunes, commandes fictives, commandes partiellement livrées, etc. De telles pratiques ont cours malgré tous les dispositifs administratifs et juridiques mis en place pour les prévenir et les punir. C'est pourquoi la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi, je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption au développement du pays. Elle constitue par ailleurs une grave source de discrédit pour un régime et comme tel, elle est un grand facteur d'insécurité. La viabilité et la pérennité du régime démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique conforme au pacte de confiance qui nous lie au peuple. Je me suis battu depuis mon jeune âge pour la promotion de la démocratie parce que j'en ai toujours espéré deux choses: la liberté et la justice. S'agissant de la liberté, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement audacieux si je disais que je veillerai à ce qu'elle prévale pleinement, dans la limite bien sûr des contraintes légales prévues à cet effet. En tout cas, je m'engage résolument à mettre fin à certains malentendus qui ont pu avoir cours entre nous et certains acteurs de la société civile ces dernières années. Le combat pour la justice sociale, quant à lui, il sera un combat beaucoup plus rude au regard des enjeux qui le sous-tendent. Mais je le mènerai avec détermination, car cela que c'est nous, mon engagement moral et politique avec le peuple, qui m'a fait l'honneur et le privilège de me confier sa destinée pour les 5 années à venir. Mon engagement politique datant de mes années de jeunesse du lycée, mon rapport à la politique en a été définitivement marqué. En effet, je n'ai jamais perçu mon engagement autrement qu'en vue de l'accomplissement d'un certain sacerdoce. Aujourd'hui que je suis à la tête d'un État réel, où il est question d'hommes et de femmes réels, en proie aux difficultés concrètes de la vie, mon devoir est d'agir de telle sorte que mes actes prennent en compte les intérêts du plus grand nombre. C'est précisément ici que je situe le sens du combat que j'ai mené jusqu'à présent. Je serai moi-même, si au bout des 5 prochaines années, j'aurai agi de façon à sensiblement améliorer, entre autres, la sécurité,
la qualité de l'éducation, l'accès aux soins, à une meilleure alimentation, à l'eau potable, à un meilleur habitat, au courant électrique et à de meilleures routes au profit de tous les Nigériens. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, pour que l'amélioration de la gouvernance revête tout son sens, elle a besoin d'être soutenue chez nous aujourd'hui par un grand projet de réforme de notre système éducatif qui est en proie à une crise très grave. Notre système éducatif souffre en effet de capacités d'accueil insuffisantes, de capacités d'acquisition dérisoires et de taux de scolarisation, d'achèvement et de réussite aux examens très faibles. 30%, c'était le taux de réussite pour le BEPC en 2019, 25% seulement cette année-là pour le bac. C'est très peu. Nous n'avons pas créé une école pour que nos enfants échouent aux examens certificatifs. Pour mettre fin à cette situation, je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai prioritairement autant que je m'occuperai de la sécurité. Un certain nombre de mesures seront prises à cet effet. Il s'agira pour nous de réactualiser la carte scolaire, de professionnaliser le corps enseignant. Il est en effet impérieux de disposer d'enseignants professionnels maîtrisant les contenus à enseigner et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. Nous allons améliorer les résultats scolaires. Nous allons surtout nous occuper de la scolarisation de la jeune fille. L'indice de parité entre les filles et les garçons au secondaire est très largement défavorable aux filles que les parents sortent de l'école au cours des premières années du collège, surtout quand, comme c'est souvent le cas, les établissements sont hors des villages des parents. Pour remédier à cette déperdition, qui par ailleurs favorise le mariage des enfants, je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité. Je compte lancer les travaux de construction de ces internats dans certains collèges aussitôt que j'aurai pris fonction, de façon à les rendre opérationnels dès la rentrée prochaine. Nous allons procéder à une rigoureuse réforme curriculaire de façon à mettre notre école en adéquation avec son environnement culturel. Et je mettrai en place une équipe d'architectes innovants pour la conception d'un modèle alternatif de construction de classes moins chères et plus adaptées à notre environnement, et ce, en vue de mettre totalement fin aux classes paillotes.